Pourquoi si peu de dialogue? Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on montre aussi qu'il peut y avoir Bien sûr. dans une. Mais ici, on en doute, mais ici au cri, on C'est n'en doute aussi pas. le but, mais dans un bon état d'esprit. Mais pourquoi même plus globalement, Mais- parce que même dans les cercles sociaux amicaux, même au-delà même de logique politique. Moi, j'aurais tendance à dire que parce que la gauche ne réfléchit, elle ne tolère pas que les autres ne réfléchit plus, pardon, ne tolère pas que les autres le fassent et donc censure. Bon, ça c'est voilà, c'était la petite. La petite... C'est la punchline que tu avais préparée. Non, mais Peut-on parler au nom de la jeunesse? Les aspirations qui sont multiples, qui sont diverses en fonction des milieux sociaux, en fonction des origines, en fonction des aspirations professionnelles et futures, s'opposent globalement dans trois pôles, exactement d'ailleurs comme tout le reste de la société, un pôle populaire, un pôle libéral et un pôle nationaliste. Y a-t-il des spécificités au-delà de ces pôles-là à la jeunesse? Quelles sont les causes les plus importantes de ces différentes jeunesses? Et quels sont peut-être les sujets sur lesquels ils peuvent s'unifier? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans le ring. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prêt toi Enzo? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards, N'importe quoi. Je pensais à 1000. c'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Trouvez ça normal? Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix! Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Maxime Olivier. Salut Maxime. Salut. Tu as coordonné ce livre que je vais montrer du coup à la caméra, Basculons dans un monde vivable, qui est un livre qui est un traité, on va dire, d'écologie, si on peut le formuler comme ça. C'est un recueil de témoignages de personnes qui s'engagent pour la lutte écologique, ouais. Exactement, qui est une des causes principales que tu avais également menée auprès d'Extinction Rébellion, Exactement. dans un documentaire que j'avais regardé qui s'appelle Rupture de Arthur Grosset. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Et je suis avec Vianney van der Scher, j'ai pas écorché, ça va, non, c'est très bien. qui est président de la cocarde étudiante. Exactement. Salut Vianney, c'est Salut. un plaisir de te Merci. recevoir. On avait eu plusieurs personnes de différentes assos, notamment de droite, mais on n'avait jamais eu la cocarde, donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci. J'aimerais qu'on pose cette première question sur les désaccords qui sont sur les causes importantes pour notre génération. À titre personnel, ça m'avait beaucoup choqué, mais pendant le débat du second tour de la présidentielle, il y avait eu le climat, ce sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. Ça m'avait interpellé parce que je ne pensais pas que c'était un sujet spécifiquement jeune, mais du coup, ça l'était peut-être dans les yeux de ses présentateurs. Est-ce que c'est ça le combat principal de notre génération? Maxime? Moi, je considère, quand je regarde aussi les résultats de l'élection présidentielle, que il y a une grande partie de la jeunesse qui est intéressée et qui est inquiet au sujet des enjeux écologiques. Je repense que la question, c'était la question du climat, notamment. Pour moi, la question, c'est pas uniquement le climat. La question du réchauffement climatique, c'est une des 9 limites planétaires. En vérité, je préfère utiliser le mot d'écologie qui regroupe toutes ces luttes-là. Et du coup, comme j'avais un peu préparé quand même, histoire de venir pas les mains vides, j'ai regardé un petit peu les différents sondages et il se trouve qu'effectivement, avec le pouvoir d'achat, c'est en gros les deux sujets, le pouvoir d'achat et le réchauffement climatique, et donc de manière générale l'écologie qui intéresse le plus les jeunes aujourd'hui, donc en gros les 18-30 ans, et c'est à partir de ces enjeux-là qu'ils vont faire leurs décisions, notamment électorales, dans le cadre de l'élection. Donc moi je considère que oui, c'est un sujet qui intéresse énormément la jeunesse aujourd'hui, on le voit avec les mouvements sociaux de ces dernières années. Mais effectivement, tu l'as dit toi-même, c'est pas un sujet qui est uniquement pour la jeunesse, et je pense qu'on a un problème dans l'espace médiatique qui fait qu'on catégorise un petit peu en gros les vieux climato-sceptiques et les jeunes pro Greta Thunberg, quoi, en gros. Alors qu'en vérité, c'est un sujet qui est intergénérationnel, qui doit l'être, puisqu'en fait on est tous dans la même merde, hein, globalement. Et donc on a besoin de toutes les générations pour s'en sortir, et c'est pas un sujet qui doit revenir aux jeunes, c'est pas à nous. Là, qui sommes pour certains dans une certaine précarité, qui n'ont pas forcément accès à pas mal de moyens économiques et financiers pour pouvoir se mobiliser comme on le veut, de porter sur nos épaules les conséquences du réchauffement climatique, quoi. Je comprends. Est-ce que c'est une cause auquel tu es sensible et est-ce que c'est toi ta cause principale ou ce qui t'inquiète le plus ou ce qui te concerne le plus? Non, alors, déjà pour revenir, je pense que je partage quand même ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y a effectivement une jeunesse, une grande partie de la jeunesse qui
qui se sent porté par cette cause, qui a envie de la défendre, qui se sent concerné et qu'effectivement, c'est pas uniquement la jeunesse, c'est un sujet qui doit concerner tout le monde. Mais je trouve par contre que l'approche qui en est faite dans la façon de lutter contre tout ce qui peut être dérèglement climatique et toutes les autres facettes écologiques n'est pas forcément la bonne. Je pense qu'il y a seulement une attaque des conséquences et pas forcément des causes, et je m'explique évidemment. Je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut essayer de réparer les dégâts environnementaux sans remettre en cause la dynamique structurelle libérale, qui, je pense, est l'une des raisons pour lesquelles on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander à la production industrielle d'être locale si on continue à délocaliser ? Est-ce qu'on peut demander à avoir du circuit court si on continue à délocaliser ? Est-ce qu'on peut vouloir préserver la faune et la flore si on continue les mouvements de bétonisation, de concentration des hommes dans les mégalopoles pour centraliser l'économie ? Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses qui aujourd'hui, une sorte de dynamique qui doit être arrêtée, à laquelle on ne s'attaque pas. Et nous, ce qu'on prône, c'est évidemment un changement de société, de projet politique et économique. Et si on réalise ce changement, je pense que du coup, de fait, il y aura un changement aussi du coup écologique. Donc je pense qu'on peut peut-être s'accorder d'ailleurs sur ce constat, je ne sais pas, du problème structurel libéral. Après, on verra ce qu'il en est. Mais je pense qu'il y a peut-être cette cause-là à attaquer. Et si on s'attaque à cette cause, les conséquences peut-être suivront. Tu penses que le libéralisme, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter ? Je vais encore très vite dans le débat parce que je crois que c'était une des dernières questions sur non, mais oui, accord, mais je suis très chaud d'en parler tout de suite. Je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le problème structurel dans lequel on est. C'est-à-dire que pour moi, c'est un problème systémique, il faut qu'on change de système. Et donc c'est pour ça que j'ai pas peur de dire aujourd'hui que moi je mène un engagement qui est radical, dans le sens où on prend le problème à la racine. Donc étymologiquement c'est ce que ça veut dire radical, et donc c'est traiter les causes plutôt que traiter les conséquences. Et moi je suis vraiment attaché à ça, puisque j'ai un problème avec une certaine forme d'écologie libérale qui va toujours traiter les conséquences et jamais s'attacher aux causes, qui sont effectivement une mondialisation complètement dérégulée et un système libéral qui conduit à toujours plus de pauvreté et toujours plus d'exploitation des hommes et de la nature, globalement. Donc sur cette dynamique-là du libéralisme, moi je suis complètement aligné. Pour moi, après, derrière, si on est d'accord qu'il faut changer de système, je pense qu'on va pas être d'accord sur le système qu'il faut mettre en place derrière, sur le rôle que doit jouer l'État, sur quelles valeurs on veut porter dans le système-là, et quels sont les liens avec aussi d'autres luttes que l'écologie. Oui. C'est sûr. C'est un truc sur lequel on va pas être d'accord. Parce que l'antilibéralisme, j'ai conscience qu'il soit présent à divers endroits de l'échiquier politique. Mais justement, moi, c'est une question que beaucoup de gens se posent, qui est le lien entre justement ces différentes luttes, dont l'écologie est généralement la principale, ou en tout cas celle menée avec le plus de largesse populaire, qui sont le féminisme, l'antiracisme et la justice sociale. Quel est le lien avec l'écologie ? Et s'il n'y a pas de lien, comment ces valeurs se développent tout ensemble ? C'est là où on rentre dans la finesse de nos luttes respectives. Pour moi, aujourd'hui, il y a une vraie nécessité effectivement de prendre le problème à la racine, mais sous tous ses aspects, et de comprendre que c'est pour moi l'enjeu écologique auquel on fait face, c'est un problème de civilisation. C'est-à-dire c'est la manière dont, en tant que société occidentale, on s'est construit, sur quelles valeurs on s'est construit, et sur comment est-ce qu'on développe nos sociétés, comment on s'organise en tant que société. Et pour moi, il y a plein de logiques qui sont préexistantes, notamment qui ont des conséquences sur les enjeux écologiques, mais aussi sur les questions féministes, les questions antiracistes, qui sont des logiques, donc là on part très vite dans la philo, mais qui sont les logiques de domination, de prédation, dans lesquelles on est. Et donc c'est des logiques qu'on retrouve dans pas mal de luttes, où en fait ce qu'on essaye de faire quand on lutte face à un système qui est destructeur pour la planète, c'est de lutter contre des logiques de prédation sur la nature et d'exploitation démesurée. C'est-à-dire que c'est toujours des systèmes comme l'agro-industrie, l'agro-industrie qui est juste dévastatrice, etc. Et donc, on a vraiment besoin de comprendre que ces logiques-là, elles sont aussi présentes dans notre lutte, notamment pour moi les questions féministes, où on a toute une partie de la population mondiale qui, de par son sexe, est complètement discriminée et fait face à des logiques, encore une fois, de prédation. On voit aujourd'hui les violences sexistes et sexuelles qui sont encore très mal gérées, même dans un pays comme la France. Et c'est aussi le cas sur les mouvements antiracistes. Pour donner un exemple très concret, pour moi, il y a un lien aussi très fort sur les conséquences du réchauffement climatique qui touche principalement sur des questions très concrètes, typiquement la pollution de l'air, qui touche principalement les personnes qui sont aujourd'hui racisées et qui vivent potentiellement en banlieue. Et donc, c'est ces personnes-là qui sont principalement sujettes à subir les conséquences du réchauffement climatique en France, quoi.
Donc pour moi, il y a vraiment le lien entre ces luttes-là et c'est important de ne pas penser en silo parce qu'on ne peut pas changer de système si on change qu'une partie de la structure parce que du coup, on va reproduire un système préexistant dans lequel régisse une certaine forme de domination et de prédation qui va juste nous reconduire à construire ce qu'on essaye de dénoncer. Alors pour le coup, là, évidemment, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'accord. Je pense que toutes ces... Pourquoi Parce que on peut parler de convergence des luttes, non, d'intersectionnalité avec les luttes généralement féministes, antiracistes, j'ai dit féministes, antiracistes, LGBT, etc., qui sont souvent regroupées. Personnellement, je pense que c'est simplement un écran de fumée qui a été placé entre le peuple et la question sociale. Voilà, je pense qu'on essaye de mêler aliénation économique et toutes ces formes d'aliénation. Je pense qu'il y a on peut parler d'oligarchie financière qui essaye de détourner l'intention. C'est un écran de fumée, un leurre. Et c'est assez amusant d'ailleurs de constater que c'est justement cette oligarchie financière qui est dénoncée, qui pourtant finance ces luttes antiracistes, LGBT, les luttes couvertes d'humanitaire, qui en fait, avec l'immigration, on parle d'humanitaire, c'est l'immigration massive importée, toujours au service d'ailleurs des mêmes personnes. C'est assez amusant de constater que l'écologie est financée, le combat écologie autorisé, parce que pas toujours tout dénoncer, est financé aussi par cette oligarchie financière, sauf qu'en fait, les gens, les Français, ils n'ont pas le temps ni l'argent pour se consacrer à ça. Ils ont d'autres priorités. Je pense que le Français, quand il rentre chez lui le soir, il s'inquiète plus pour comment il va remplir sa voiture avec l'essence, comment il va faire ses courses, est-ce qu'il peut rentrer en sécurité le soir. Je pense que ça, c'est des questions qui peut-être l'intéressent plus que d'aller s'indigner à cause d'un tweet aux côtés des grands philotropes que sont George Soros et Bill Gates. Vous voyez, je pense qu'il y a un décalage entre ce que veulent les gens, ce qu'ils ressentent au quotidien, et cette convergence des luttes qu'on essaye de nous mettre en lien. Tu comprends le point de Denis ? Oui, moi en fait j'ai un problème quand on part dans le débat sur des grosses thématiques et j'ai pas mentionné l'intersectionnalité volontairement parce que moi je trouve que ce mot justement est problématique parce qu'il nous conduit à tomber dans des débats un peu idéologiques. Quand on parle d'intersectionnalité, donc dans ce que j'entends là, moi, dans ce que tu dis, c'est simplement, pour moi en tout cas, le fait que quand on est dans une société et qu'on coche plusieurs critères qui font qu'on subit certaines oppressions dans la société, font que si on les accumule, on a plus de chances d'être exclu de la société. Donc aujourd'hui, quand on est une femme noire qui est plutôt précaire, on a plus de chances d'être exclu et d'avoir accès à moins de services dans la société que quand on est une femme blanche qui est dans un comme quartier, beaucoup d'hommes blancs précaires aujourd'hui dans la société sont exclus aujourd'hui aussi. Il suffit de sortir, on en parlait rapidement tout à l'heure, il suffit de sortir des grandes mégalopoles, il suffit d'être en zone périphérique et la personne blanche, hétérosexuelle, homme, masculine, tout ce que tu veux, sera autant exclue que la personne de couleur noire, peut-être lesbienne, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est pas ça pour moi, systémique. C'est très problématique, mais ça c'est factuellement faux. Aujourd'hui, c'est sociologiquement prouvé que quand on est dans un quartier plutôt populaire, qu'on est une personne de couleur... Un quartier populaire, évidemment, oui. Et donc on a plus de chances d'être exclu, d'avoir moins accès à certaines choses, d'avoir une éducation qui est forcément potentiellement de moins bonne qualité, etc. Et donc ça, c'est prouvé aujourd'hui que c'est pas de dire qui est le plus exclu dans la société. Non, évidemment, il n'y a pas un concours, mais naître dans un quartier populaire n'est pas l'apanage des personnes racisées. Ou alors faut pas nous dire qu'il n'y a pas de grand remplacement ou de choses comme ça, si en même temps il y a que des personnes racisées dans les zones populaires. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais parce que je suis sur des choses sur lesquelles on arrive souvent, donc je pense que ça aussi c'est quelque chose sur lequel on est en désaccord. Mais je pense que c'est pas l'apanage des personnes racisées de naître dans les quartiers populaires et d'avoir une enfance difficile, une élévation sociale compliquée. Je pense que pour bien comprendre, en gros, ce que toi tu dis, c'est que c'est la précarité qui définit les avantages, les désavantages de la société. Non, mais justement, je dis simplement que cette précarité peut aussi toucher les personnes de couleur blanche, en fait, tout simplement. Et que, évidemment, elle peut être un frein à l'élévation sociale. Ça, je pense que personne ne peut le nier. C'est pas forcément systémique. On peut toujours aussi trouver des personnes qui arrivent à s'élever. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça serait débile de nier que naître dans un quartier populaire est plus un frein à s'élever dans la société que de naître biberonné à Neuilly, quoi. Ça, on est d'accord là-dessus, je pense. Je comprends. J'aimerais qu'on fasse ce qu'on appelle la mi-temps dans le ring. Qui est en fait une anecdote personnelle qui illustre en fait un peu les raisons de votre engagement, parce que vous êtes finalement tous les deux très engagés, si on compare à la moyenne des Français.
toi avec ce livre et auparavant chez Extinction Rébellion, toi auprès de la cocarde étudiante, et tu me disais un peu en off que la politique est un sujet qui t'intéressait beaucoup. Quelle est une anecdote, peut-être un moment de votre vie qui vous a fait vous engager ou un moment qui symbolise votre engagement? Maxime, si tu veux commencer. Moi, je pense que l'anecdote que j'ai envie de partager, c'est ma compréhension de la Convention citoyenne pour le climat, notamment, qui est un élément assez récent, donc le tirage au sort de 150 citoyens et citoyennes qui ont débattu en hémicycle pendant 9 séances pour apporter des solutions face au réchauffement climatique et proposer à la France plusieurs mesures à mettre en place. Et moi, donc, j'ai eu la chance de suivre cette convention, j'en ai fait mon mémoire de recherche dans le cadre de mes études, et en fait, le fait de suivre les débats, ça m'a aussi rappelé à quel point il était important de mobiliser les Françaises et les Françaises sur les prises de décision, et à quel point la délibération et la démocratie délibérative pouvaient être un moyen de faire face au changement climatique et aux enjeux écologiques auxquels on fait face, et que j'étais très en colère du peu de confiance et du peu de mobilisation qu'on avait de la part de nos élites envers la population française, qui était très à même de débattre de certains sujets. Et il y a eu des moments très émouvants dans cette Convention citoyenne pour le climat, de voir des personnes issues d'une diversité de la France, de pouvoir débattre de certains sujets et de pouvoir se mettre d'accord surtout sur des mesures très radicales. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Extinction Rébellion, on avait un peu étudié les 149 mesures du rapport qui sont sorties, et il y a des mesures qui sont considérées comme très radicales par une grande partie de la population, et notamment des élites gouvernementales, alors qu'en vérité, quand on fait débattre des Françaises et des Français dans une Convention citoyenne pour le climat, ils font émerger des mesures comme les 110 km/h sur l'autoroute. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça questionne justement sur à quel point le débat médiatique est biaisé, sur quand on donne les bonnes informations aux gens, à quel point le débat collectif amène de manière très représentative, parce que la Convention, je le rappelle, c'est 150 Français qui sont représentatifs de la société française. Qui est totalement même représentatif, en tout cas mathématiquement, probabilistiquement, des idées des Français aussi. Et donc de voir qu'en vérité, quand on pose les faits sur la table et qu'encore une fois, on débat de manière saine, on se rend compte que en fait, il y a des mesures très radicales que les Français sont prêts à prendre pour faire face aux enjeux écologiques. Et ça pour moi, c'était aussi une source de mon engagement, de me dire en fait, il faut absolument qu'on organise la société de manière à être le plus démocratique possible, parce que c'est que par là que changera le changement de société, et que les élites aujourd'hui au pouvoir n'ont pas cette conscience-là, et ont peut-être trop peur aussi de perdre une partie de leur pouvoir en donnant trop de... Oui, ou même de risquer un bad buzz populaire ou médiatique, et du coup se retrouver à perdre les élections futures. On sait que ça a été un sujet très récent. Très intéressant. Merci beaucoup, Maxime. Vianney ? C'est plus un déclic vas-y. Qu'une anecdote. Je pense que c'est très classique à droite, mais c'est le 13 novembre 2015. Je me rappellerai, je pense que c'était pour beaucoup le 11 septembre de notre génération. Je pense que tout le monde se rappelle un peu ce qu'il faisait ce soir-là ou le lendemain matin, parce que ça s'est passé tard dans la nuit. Moi je regardais tranquillement mon France-Allemagne match de foot. Je sais pas s'il y a des amateurs de foot qui nous regardent, mais j'étais devant aussi, ouais. Voilà, et puis à 23h, fin du match, et puis il y avait quelque chose de pas normal à l'écran, et donc on passe sur les chaînes d'infos, on continue, et puis on voit les bandeaux en bas, attaque, etc. Et c'est vrai que pendant toute la nuit, j'avais suivi ça à la radio. Je me rappelle de François Hollande, qui n'est pas du tout évidemment mon grand amour, mais avec ses mots forts, etc. Et j'avais 14 ans, et ça a été assez marquant, et je pense que cette année 2015, où la France a été, 2015 puis 2016, a été particulièrement attaqué sur son sol par l'islamisme, etc. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça continue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne fait rien? Et je voyais au fil des années que les choses ne changeaient pas. Et que pour moi, les facteurs qui pouvaient être liés à ces attaques islamistes n'étaient pas traités. Et ça m'a amené aussi à m'intéresser donc, à ces sujets, vers ensuite la question identitaire, etc. Et qui est aussi l'un des combats, comme j'ai dit précédemment, que j'essaye de mener. Donc je pense que c'est vraiment cette année 2015 qui a été un déclic avec Charlie Hebdo, avec les attentats du 13 novembre et les années qui ont suivi après. Merci beaucoup pour ton anecdote. Je partage le fait que c'est quelque chose qui revient très régulièrement, les attentats de Charlie ou du Bataclan, comme des moments pivots, et y compris même d'ailleurs d'engagement de gens pour le coup très à gauche, même sur l'écologie. C'était je pense un catalyseur d'engagement assez fort. J'aimerais maintenant qu'on essaie de justement, comme tu disais sur la Convention citoyenne, de discuter potentiellement peut-être de solutions ou en tout cas de recherche d'idées, de pistes de réflexion.
quand même une question sur la défense de la planète et le fait de pouvoir avoir une écologie forte en France, que je sais du coup que tu partages, mais même si tu ne la mélanges pas avec d'autres combats. Oui, voilà, qu'elle soit intelligente, on va dire, et pas seulement des mesurettes qui ne vont pas ce que j'ai énoncé comme étant une des sources du problème. Bien sûr, de prêter les causes et pas les conséquences. Oui, exactement. Et je posais quand même la question de l'international, de l'international en fait sur ces questions-là, parce que entre la Chine, la Russie, les États-Unis, même si jamais on émettait 0 CO2 et même si jamais on avait le pays le plus propre du monde, on courrait peut-être quand même à la catastrophe parce que ça ne dépend pas que de nous. Comment faire du coup sur ce genre de sujet quand le destin de notre pays sur l'écologie et d'ailleurs potentiellement sur d'autres sujets ne dépend pas directement de notre propre chef en fait? Comment faire? Ça c'est un sujet qui est très intéressant, très important, notamment ce que rappelle ce qu'on n'a pas encore dit. On parle quand même beaucoup d'écologie, donc je le rappelle. Il y a le rapport du GIEC qui est sorti le 4 avril dernier, qui remet quand même au centre à quel point ce qui est aussi important, c'est le cumul des émissions de gaz à effet de serre, et donc effectivement qu'on dit souvent, c'est que le réchauffement climatique n'a pas de frontières et que c'est important de prendre en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre, et notamment celles qui nous sont dues de par notre modèle de société occidentale, aussi dans la part importante de la délocalisation. C'est-à-dire qu'on peut commencer à critiquer la façon dont se gèrent d'autres pays, mais il faut bien se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues au fait qu'on a beaucoup délocalisé, que notre industrie produit en dehors, et donc on n'a pas forcément, nous, réduit nos émissions importées, comme on les appelle. Des émissions importées, effectivement. Donc pour moi, ça c'est hyper important de l'avoir en tête, qu'on est tous responsables aussi, à la fois de manière très pratique, c'est-à-dire que quand on délocalise une industrie pour produire des produits qu'on va aussi importer en France, du coup on a ces émissions de gaz à effet de serre qui nous sont dues en tant que société française, et de manière plus générale, le modèle de société qu'on pousse, qu'on défend, va avoir un impact sur aussi le modèle de société de manière générale, puisque comme la France reste la 6e puissance mondiale, et qu'elle a un impact dans la communauté européenne et plus largement sur comment est-ce qu'on s'organise en tant que société. Et donc de fait de promouvoir le libéralisme à outrance et d'être dans cette veine-là aussi à l'échelle internationale, ça pousse aussi la société la société internationale et tous les autres pays à rentrer dans ce modèle de société et à pousser la consommation à outrance et tous les modèles de société qui sont aujourd'hui responsables notamment du réchauffement climatique. Donc pour moi, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'on a quand même un pouvoir en tant que société française, mais, et c'est là où on sera sûrement pas d'accord, c'est aussi qu'on a un pouvoir en tant que communauté européenne. Et je pense que c'est très important d'avoir en tête que la France ne pourra pas grand-chose non plus seule, et qu'il va falloir travailler de concert avec la communauté européenne pour réussir à faire en sorte de s'aligner sur des enjeux qui sont atteignables et qu'on puisse travailler ensemble avec à des l'échelle pays de l'Europe. Tu es plutôt un défenseur d'une Europe de l'écologie en fait, de ce point de vue. Ouais. Ok. Déjà sur le début, un constat du coup commun, je pense, c'est sur les histoires de délocalisation que j'ai évoquées au début. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que globalement, si on regarde l'Europe et la France, c'est clairement le continent qui, en tout cas sur son sol, pollue le moins. La France en tout cas pollue très peu sur son sol par rapport aux autres pays. Après, effectivement, les délocalisations des entreprises, des multinationales françaises, notamment en Chine, etc. Et la faible population comparée à l'Inde, oui, au Brésil, au Pakistan. Sans parler des conditions de travail là-bas, etc. Les enfants, tout ça. Bon, effectivement, c'est toujours marrant ensuite quand ils font des spots publicitaires pour prôner les droits de l'homme, etc. Mais en même temps, ça les fait pas chier d'employer des enfants de 5 ans. Je peux parler de justice sociale aussi. Mais bref. On n'en doutait pas. Mais du coup, effectivement, sur ces histoires de délocalisation, il faut, à mon sens, refaire revenir sur notre sol et ensuite, effectivement, adapter les normes et essayer de baisser. Mais après, tout dépend aussi de la surconsommation. Il y a une surproduction parce qu'il y a une surconsommation aussi. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler. Et sur la question de l'Europe, je ne suis pas anti-européen de base, je suis européen en soi, donc c'est pas une question de ça. Des accords entre les nations, entre les États, c'est quelque chose qui paraît plutôt nécessaire, surtout aujourd'hui quand on a des géants comme les États-Unis, la Russie, la Chine, qui ne fait pas le poids face à eux individuellement. Après, la question, c'est quelle Europe, c'est quelle Union européenne. Si c'est l'Union européenne, très peu pour moi, ça c'est sûr. Ça c'est quelque chose à laquelle j'adhère pas du tout. Mais des accords avec des États voisins ou d'autres États pour travailler ensemble sur ces sujets-là et d'autres sujets, c'est quelque chose qui est plutôt dans le bon sens.
Pourquoi je pose la question là pour le coup de ma position de présentateur du Crayon, donc du coup qui avait vu défiler beaucoup de profils de gens à l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche par tous les spectres. Pourquoi si peu de dialogue entre une gauche progressiste, on va dire, et une droite nationaliste, sans forcément vous placarder dans ces rôles-là et ces caricatures? Pourquoi si peu de dialogue? Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on montre aussi qu'il peut y avoir Bien sûr. dans une. Mais ici, on en doute, mais ici au Crayon, on en c'est doute aussi pas. le but, mais dans un bon état d'esprit. Pourquoi même plus globalement, parce que même dans les cercles sociaux amicaux, même au-delà même de logique politique. Moi, j'aurais tendance à dire que parce que la gauche ne réfléchit, elle ne tolère pas que les autres ne réfléchit plus, ne tolère pas que les autres le fassent et donc censure. Bon, ça c'est voilà, c'était la petite. C'est la punchline que tu avais préparée. Non, mais plus globalement, parce que je constate dans le monde universitaire, parce que c'est là où je fais mon militantisme. Quand nous on va essayer d'aller tracter dans des universités comme plutôt réputées à gauche, on va prendre l'exemple en Ile-de-France de Nanterre ou Rennes 2 ou des universités comme ça, c'est généralement un accueil qui nous est réservé plutôt un mauvais accueil des militants d'extrême gauche, s'autoproclamés antifa, etc., qui ne supportent pas qu'il y ait une opinion opposée à la leur qui soit en gros à la droite de Benoît Hamon. Globalement, ça s'arrête là. À partir d'Emmanuel Macron, vous êtes un fasciste. Et ça, c'est aussi dû à l'ostracisation médiatique qu'il y a eu pendant des années, où tout ce qui était un peu à droite, c'était vocable de facho pour qualifier ça. On avait Chirac qui refusait de débattre avec Le Pen, etc. Donc, il y a eu quand même une volonté, souvent, je dirais quand même de la part de la gauche, de dire on ne débat pas avec l'extrême droite, sans vraiment définir ce qu'était l'extrême droite, et en plaquant dedans tout ce qui n'était pas en accord avec eux. Mais après, c'est pas non plus absolu. Je pense qu'il peut y avoir des accords sur certains points, comme on l'a vu aujourd'hui, et aussi des mains tendues. Je me rappelle que Marine Le Pen avait tendu la main en 2017 à l'électorat de Mélenchon, plutôt populaire. Elle avait tendu la main à Arnaud Montebourg durant cette présidentielle, qui est un homme de gauche social-libérale, un peu moins à gauche, mais quand même. Donc il peut y avoir des mains tendues. Et donc je dirais que le fait de ne pas se parler n'est pas absolu, même si évidemment il y a un manque de dialogue, mais qui, à mon sens, ne vient pas forcément de notre côté en tout cas. Juste avant de donner la parole à Maxime, pour toi l'extrême droite en France, ça commence où? L'extrême droite en France, termes de personnalité politique. En tout cas de premier plan, honnêtement. Si tu me dis Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont d'extrême droite, moi ça me fait plutôt rire. Voilà, c'est pour les personnalités de premier plan. Après, tu peux toujours avoir des blogueurs ou des gars qui ont leur parti où ils sont 5 dedans, mais globalement, dans les personnalités de premier plan, je ne place personne à l'extrême droite, en tout cas au regard de ce qu'est l'extrême droite normalement, de ce qu'elle a été, et ça me paraît assez incohérent de placer ça là-dedans. Après, juste petite parenthèse, désolé, mais moi, tu peux me dire que je suis d'extrême droite, je vais pas passer 50 ans à argumenter pour dire que je suis pas d'extrême droite. Tu vois, c'est quelque chose dont on a fait abstraction depuis longtemps parce qu'en fait, on s'en moque, c'est des appellations. Je vais dire à quelqu'un qui est d'extrême gauche, je pense qu'il s'en fiche aussi. Et en fait, tu passes et tu continues ton débat et c'est pas très important, quoi. Ok. Ouais, bah pour revenir sur ta question, sur la question du dialogue, je pense que c'est faux de dire qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Qu'il y a un dialogue en direct, c'est-à-dire des deux personnes qui débattent et qui, comme on est en train de le faire maintenant, ça c'est une chose. Qu'il y a un dialogue dans l'espace médiatique, pour moi, aujourd'hui, la problématique, elle est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Éric Zemmour veut s'exprimer dans les médias, on a vu à quel point il avait l'espace de le faire. Donc il y a un dialogue dans l'espace de la société, et il y a des gens qui débattent et qui mettent des idées dans le débat public pour pouvoir, en gros, avancer leurs idées, quoi. Et donc pour moi, il y a un dialogue qui existe de fait, juste il est presque déséquilibré dans le sens où il y a quand même une surreprésentation, notamment dans cette élection présidentielle, des idées d'extrême droite malheureusement. Et on a vu à quel point le groupe Bolloré a notamment fait le jeu d'Éric Zemmour dans la surreprésentation de ce candidat dans les médias par rapport à d'autres candidats. Et ça, c'est encore une fois factuel, et c'est juste en comptant le temps de parole et le temps médiatique qu'il y a eu la personnalité d'Éric Zemmour. On peut se pencher sur le temps de parole du service public et de France Inter, où c'est l'inverse avec la gauche et l'extrême gauche qui sont surreprésentés, et la droite et l'extrême droite qui sont l'extrême droite du coup qui sont sous-représentés, alors que le service public est censé répondre aux exigences de tous les Français. Après, sur le groupe Bolloré, oui, ça a été admis par Pascal Praud récemment, qui avait évidemment une volonté de porter certaines thématiques qui étaient chères à Éric Zemmour, donc ça c'est indéniable. Mais dire que ça a été surreprésenté, ça va dépendre aussi de la chaîne de télé et de la chaîne de radio.
On vous mettra le diagramme. De toute façon, il y avait un diagramme très bien foutu qui montrait un peu ce que vous dites tous les deux. Mais vas-y, continue. Je finis juste. En fait, pour moi, il y a un truc. Là, on est dans un débat un peu soft où globalement, il y a du respect mutuel et tout ce que je comprends, etc. C'est chouette. Par contre, moi, je tiens à rappeler qu'il y a des valeurs fondamentales qu'on ne partage pas, qui sont là, qui sont vraiment importantes et qui font qu'on n'a pas la même vision du monde. Et donc, c'est difficile. En fait, on peut acquiescer sur le fait qu'on est d'accord pour dire que oui, la délocalisation, c'est une mauvaise chose pour des enjeux écologiques, économiques du pays, etc. Mais c'est sur des mesures très concrètes qui fait qu'on peut avoir un semblant d'accord. Mais en vérité, sur la vision du monde et ce qu'on veut construire comme modèle de société, on n'est fondamentalement pas d'accord. On ne part pas des mêmes postulats. Et donc, on ne met pas les mêmes valeurs au centre de la société. Donc en fait, il y a un moment donné où le dialogue devient très stérile. Et donc, il y a aussi un enjeu à se rendre compte qu'on n'a pas la même vision du monde, quoi, et pas la même vision de la société qu'on veut construire. Et pour moi, je me suis très retrouvé dans des débats assez stériles, malheureusement, où du coup, on n'avance pas. Et encore une fois, je suis très mal à l'aise, juste pour reprendre ce que tu disais par rapport au fait que Marine Le Pen appelle les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour elle, etc. De l'autre côté, le message n'est pas le même. C'est clairement Jean-Luc Mélenchon a quand même rappelé plusieurs fois qu'il n'y aurait pas une voix qui partirait pour Marine Le Pen, et il l'a bien répété pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, et qu'on est bien d'accord que sur le modèle économique qui est défendu par la gauche aujourd'hui, qui porte les valeurs d'écologie notamment par Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout le modèle économique qui est défendu par Marine Le Pen et qui est pas... D'accord, mais il y a un intérêt pour la question sociale qui est non négligeable chez Le Pen. Après, si les électeurs de Jean-Luc Mélenchon aiment voter pour la retraite à 65 ans, c'est leur problème. Hein. Moi, je ne cherche pas à être incohérent, ça, je leur laisse. Hein. Je vous remercie beaucoup. C'était un super débat par pas mal d'aspects, et je trouve que c'est intéressant de s'écouter beaucoup. Et tu prenais l'exemple de la Convention citoyenne. Je pense que c'est potentiellement une des vraies pistes d'avenir de la démocratie sur la manière de pouvoir délibérer en direct. Je vous remercie beaucoup. Peut-être un petit mot de la fin sur ce débat, peut-être en une phrase le résumé de la pensée que tu as voulu faire passer dans ce débat-là. Tout simplement, de rappeler qu'il y a une jeunesse qui effectivement peut s'intéresser à ces questions d'écologie, d'environnement et de toutes les choses qui y sont liées, mais qui reste attachée aussi à des problématiques qui peut-être ne sont pas aussi humanistes que ça, mais tout simplement réalistes et qui peuvent la toucher au quotidien, tout ce qui est question identitaire, sécuritaire, mais qu'on peut aussi trouver peut-être parfois des points d'accord qui sont importants pour tout le monde. Maxime. Moi, je dirais que la jeunesse qui est vraiment lucide et réaliste face aux enjeux, c'est celle qui comprend le problème systémique face auquel on est aujourd'hui, et qui accepte qu'on va devoir faire des concessions et qu'on va être contraint dans quelques années dans le modèle de société dans lequel on est. Et je pense que c'est important de se rendre compte à quel point on a aujourd'hui un manque de lucidité dans une certaine sphère politique face aux enjeux, et que la jeunesse que moi je pense représenter aujourd'hui a vraiment pris conscience de ça, et donc a décidé de s'engager de manière radicale, en prenant vraiment le problème de manière la plus large possible, et de traiter les causes et pas les conséquences, encore une fois. Et malheureusement, encore une fois, je trouve que c'est pas ce que je retrouve dans le discours d'extrême droite, qui pour moi feint et fait semblant de traiter le problème, et c'est très dangereux, parce que je considère qu'on met les gens dans une certaine forme d'insécurité à long terme. Et moi, en tant que jeune, aujourd'hui, je ne me sens pas rassuré par un discours d'extrême droite qui ne répond pas aux enjeux que pose la crise climatique, que sont ceux de la sécheresse, de la sécurité alimentaire à laquelle on va être confronté, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Débattez et posez les questions dans les commentaires. Évidemment, dans le respect, c'est quand même toujours beaucoup plus intelligent, et ça fait quand même bien plus avancer les choses. Vous pouvez remercier Vianney et Maxime, et pour leur calme et pour leur écoute, parce que vous le savez, je pense que vous avez regardé aussi d'autres émissions de télé ou de YouTube, et même chez nous, ça n'a pas toujours été le cas. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le crayon. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, c'est ultra important pour le référencement et pour le travail qu'on fait. On se retrouve très bientôt. Ciao. Cette émission du crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.